Salut les gars, bienvenue dans Ligne d'arrivée, un nouveau podcast qu'on vient de créer. C'est le premier épisode. On reçoit aujourd'hui un invité, le créateur de la marque de parfum Kryptonite. Il nous attend, on va visiter ses locaux, on va passer la journée avec lui. Et restez bien branchés, il y a même une petite surprise à la fin. On va aller visiter ses locaux sur les Champs-Élysées. Khalil, comment vas-tu? Ça va et toi, Teddy, tu vas bien? Bah écoute, impeccable. Merci d'être venu, bienvenue, bienvenue chez Sayar. Eh ben merci pour l'invitation. C'est Tu ici vois où toute la magie opère. Exactement. Donc Incroyable. on a la partie com et la partie logistique ici. Ok, bien. Bon là, ça tombe bien, c'est lundi, c'est férié, donc il n'y a personne, donc c'est parfait pour filmer un peu. Espace de travail. Putain, c'est magnifique, t'es bien là. Ouais, c'est sympa. Et tout ça, c'est quoi? C'est tes bureaux à toi? Tu Non, bosses là en fait, ou c'est, on partage tous les locaux avec plusieurs entreprises. Donc toi, t'as tes bureaux à toi d'un J'ai côté. le bureau à moi qu'on va voir juste après. Et là, c'est les parties communes. Ok, d'accord. On a à peu près un peu moins d'une dizaine de boîtes ici. Ah, c'est bien, ok. Et donc là, c'est C'est la la... salle de repos, c'est là qu'on fait les réunions. où tu reçois les partenaires. Exactement, ouais, c'est un peu Ok. ambiance un peu cosy, détente, tu vois. Putain, ils vous ont même mis les petites salles là pour Ouais, téléphoner. c'est Là. sonorisé. C'est pour les calls, tu vois, quand tu veux être pas dérangé, qu'il n'y ait pas de bruit autour de toi, tu te mets ici et... Ils nous ont recréé des C'est cabines parfait. téléphoniques comme à l'époque. Exactement. Donc voilà. Ok. Tu veux visiter la suite? Allez, je te suis. Donc là, on a une partie stockage en bas, mais bon, c'est pas la peine de les visiter. Et en haut, Ok. tu as les bureaux. Donc là, la partie stockage, c'est quoi? C'est là où tu fournis après dans ta boutique sur Exactement. Paris. Et ensuite, on les dispatche une partie pour les bureaux, justement pour le site. C'est vraiment Ok. toujours la principale activité de Sayar. Ok. Et la seconde partie, ça se passe pour la boutique. Ok, bien. Donc tu as une partie des stocks ici. Et c'est aussi ici qui C'est s'occupe interdit de filmer normalement. C'est que pour nous qui fait ça. hein. de la préparation des commandes, tu vois. Ok. Donc c'est ici qu'ils préparent les colis pour les expédier un peu partout. Donc t'as une partie du Incroyable. stock. Là, c'est comme une préparation de commande classique. Donc ils récupèrent la commande sur le site, je sais pas, un Kryptonite avec un kiss, ils préparent la commande et ensuite t'as la poste qui va les récupérer et ça part. Donc ça, c'est pour ta partie e-commerce. C'est quand les gens ils Exactement. commandent sur le site. Ok. Tout à fait. Ouais. Là c'est le bureau de l'équipe com. Elles sont... Ok. Bon, t'as Émilie qui est la responsable com. Ok. Elle a deux alternants avec elle, Aurélien et Elisa. Et t'as une responsable marketing qui est pas là, elle s'appelle Aran. Ok, Elle est en d'accord. Chine actuellement. Donc elles sont 4. Bon, ça va, t'en es content? Très content. Ouais. Très très content. Émilie c'est la boss, on la voit un peu sur les réseaux. Ouais, ok. Ouais. Et là enfin c'est ce qui sert un peu de studio photo, tu vois. Donc on a des packshots à faire sur les produits, on les fait ici ou on fait appel à une société. Maintenant on essaie de faire tout faire en interne, tu vois. Ouais, ok, pour l'écosystème. Exactement. T'as Aurélien qui est très fort en photo. Et donc, du coup, ça fait combien de temps que t'es là? Ça va faire 2 ans au mois de novembre. Avant Ok. ça on était à Romainville, on partageait nos bureaux avec une marque qu'on distribue qui s'appelle Rebachi. Ok. Mais il y a 2 ans on avait même pas une dizaine de marques. Aujourd'hui on en a 50. Ça va bien. Ouais, c'est top, du coup il nous fallait un Bien espace un peu évolué. plus grand pour avoir nos équipes aussi à l'aise ici pour travailler. En plus ça s'est bien placé, tu vois, on est à côté de Disney, donc c'est un secteur dynamique, la poste elle est à côté. Ouais. Même pour se faire livrer c'est toujours assez sympa. Ouais, je connais bien le secteur, on a ouvert une agence, nous, là, juste à côté de chez toi. Ouais, Bon, c'est parti. Du coup, tu nous amènes sur les champs, let's go. c'est ça? C'est parti. Ah. Prochaine étape. Et donc, du coup, ce que tu me dis, c'est que tu étais fonctionnaire et à la SNCF C'est et ça. pompier. Et en même temps, tu as fait une transition vers l'entrepreneuriat. Exactement. En fait, quand je t'ai dit, à ce moment-là, j'étais pompier, je travaillais à la SNCF. Et puis, je me suis fait opérer de l'œsophage, j'ai perdu beaucoup de poids. Je ne pouvais plus faire de sport, plus rien. Donc, je te laisse imaginer que les pompiers, c'était un peu compliqué. Ouais. Et même, ça tombait dans une période où je venais d'avoir ma fille, avec les gardes, etc. C'était des gardes de 24 heures, c'était très contraignant. Donc j'ai arrêté pompier. J'ai commencé à montrer un peu ma collection de parfums sur Snap. Il y a eu des intéressés au début, parce que les gens étaient curieux de savoir. C'est pas comme aujourd'hui, la parfumerie Nice, les parfums de collection privée dans leur ensemble. On connaissait pas, ouais. Je connaissais pas, Ouais. je connaissais pas du tout. J'ai commencé à avoir des plans de parfums, je récupérais une petite pièce par-ci par-là que je mettrais sur Snap, que je vendais et je devais gagner je crois 5 euros, 10 euros par parfum. Mais j'avais des pièces assez rares et j'arrivais à les mettre en avant d'une manière un peu différente. Moi je parlais jamais de notes de parfum, je parlais plutôt d'un état d'esprit, c'est-à-dire que je racontais un peu une histoire autour du parfum, un contexte, tu vois, je parlais de séduction, etc. Donc ça a parlé aux gens. Mais au début j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Hein. Je te laisse imaginer, déjà tu vends sur Snap des parfums de grande maison, tout le temps poser la question est-ce que c'est du vrai, ça vient d'où, etc. Donc c'est dur. Je suis parti dans mes débuts, je faisais ce qu'on appelle du décantage. C'est quoi du décantage? Je vais t'expliquer. En fait, du décantage, c'est que tu prends un flacon existant, un 100 ml par exemple, que tu conditionnes dans des flacons plus petits et que tu revends au détail. Ok. Donc ce que je faisais, j'avais 20%, 30% chez Dior à l'époque.
Donc j'ai acheté les grands formats Bois d'Argent, Grey Mountain, donc les best-sellers de l'époque. C'était des 450 ml que du coup je conditionnais en 50 ml, donc c'est des petits flacons en verre que j'achetais chez Aromazone à l'époque. Et je faisais mon petit chimiste à la maison, je les mettais dans des flacons et je les revendais du coup moins cher, mais en format réduit. Au détail. Au détail. J'ai fait ça pendant un moment et ça marchait très bien. Et donc là, ça t'a permis de dégager quelle marge? Par flacon, je devais gagner 15 €, mais sur un flacon de 450 ml, tu peux faire 9 flacons. Et tu fais ça x 9, bah, du coup ça faisait un petit peu de sous. Et cumuler, et du coup aller un peu plus loin. C'est comment ça fonctionne. Et donc là, tu as fait ces étapes-là, mais et là, tu as quitté le pompier, et la SNCF, tu es toujours dedans ou tu fais ça à côté? Toujours, toujours, matin, soir et nuit. Et je faisais ça à côté. Je gérais mes commandes, je parlais des parfums sur Snap, et le soir j'allais livrer, ou le lendemain matin je préparais des colis que j'envoyais par la poste. Enfin, tu es fonctionnaire, et de l'autre côté, tu es entrepreneur. Ouais, assimilé fonctionnaire, ouais. C'est marrant, c'est ça. Les deux extrêmes. Tout à fait. Donc petit à petit, j'ai réussi à récupérer d'autres marques. Et moi, à l'époque, faut savoir que les gens mettent plus de 100 € dans un parfum. C'était très compliqué. C'est comme dans la sable, dans tout. Il fallait qu'il y ait une marque. Il fallait que les gens, psychologiquement, ils voient Dior, ils voient Armani, ils voient Yves Saint Laurent. Tu sortais une parfumerie, un parfum de niche d'une marque italienne inconnue au bataillon. C'était compliqué de la vendre, tu vois. Il fallait que les gens qui s'assimilent ça à du luxe, donc à une marque déjà établie, déjà connue, de grands designers. Donc tout le travail, ça a été justement c'était beaucoup de psychologie, d'amener les gens vers ça, tu vois. C'est d'où mon slogan à l'époque, c'est sentir comme personne. Je disais que quand tu mets un parfum, ça sent bon, il n'y a pas écrit genre quand tu passes, tu vois. C'est l'odeur qui compte. Et ça, au fil du temps, ça a payé. Au bout d'un certain moment, les gens venaient me voir, ils me disaient, frérot, je veux un parfum que personne connaît. Je pourrais mettre 200-300 €, mais je veux un truc que personne connaît. Et tout ça sur Snap? Tout ça sur Snap. Je montrais même pas mon visage. Et les seules personnes qui avaient mon visage, c'était les clients que j'allais livrer ou ceux qui me croisaient autour du parfum, tu vois. Tu as réussi à créer un mood. Tu n'as pas encore créé une image de marque parce que tu n'as pas encore ta propre marque à ce moment-là. Mais tu as réussi à créer quand même un mood, un engouement autour de... Un lien de confiance surtout. Moi, aujourd'hui... Avec toi? Avec les gens qui me suivaient, mes clients. J'ai même beaucoup de clients qui, au fil du temps, sont devenus des amis, tu vois. Et c'est ce lien de confiance qui a fait qu'aujourd'hui, on en est là. C'est que moi, je mettais souvent en avant des parfums, mais je mentais jamais. C'est-à-dire que je savais qu'aucun parfum fait l'unanimité. Ça, c'est clair. Ça n'existe pas. Mais je savais quand je mettais un parfum en avant que 9 personnes sur 10 plutôt allaient l'aimer, tu vois. À ce moment-là, tu vas en venir après, je pense aussi. J'ai eu la chance de rencontrer au début Kamel Tatouage et Walid Saks. Donc Walid Saks, c'est aussi ses débuts sur Snap. Kamel Tatouage, c'était déjà un ancien... il a commencé sur Facebook, etc. Et lui, c'était pas vraiment un influenceur, c'est qu'il partageait son train de vie. Et c'est ces deux personnes qui m'ont beaucoup aidé dans mes débuts, tu vois. C'est ceux qui m'ont apporté beaucoup de visibilité. Du coup, comment tu as fait pour passer un step? Parce que sur Snapchat, juste en partageant des parfums, je pense pas que tu aies beaucoup d'abonnés en plus tout le temps. Donc ce qui t'a vraiment fait péter et connaître, c'est quoi? Il y a deux choses qui m'ont fait péter et connaître. Marketing influence? Avant le marketing influence, c'était les jeux concours. Ah, tu faisais déjà des jeux concours à l'époque? Je faisais gagner un parfum. Mais en 2016? Ouais, 2016, ouais. Mais pour gagner ce parfum, il fallait partager ça à tant de personnes, tu vois. Ah, donc petit à petit. Donc petit à petit, ça m'a rajouté des abonnés, et beaucoup de bouche à oreille aussi. Et l'influence qu'a eu Walid Saks et Kamel Tatouage à l'époque, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Kamel Tatouage, il est sur Facebook. Il est connu sur Facebook. Là, au même moment, toi, tu commences à peu près à la même époque que Walid Saks. Tous les trois, vous êtes dans votre univers. C'est ça. Kamel est commencé sur Snap aussi. Ah, il connaît? D'accord. Ouais, et non, ils ne se connaissaient pas, Walid Saks et Kamel. C'est moi que je les avais présentés à l'époque. Ils avaient ramené dans une salle de sport. Et Walid Saks à l'époque, c'était pas Walid Saks d'aujourd'hui. C'était une petite crevette. Si vous voyez la vidéo, il était comme ça, maintenant il est costaud. Et c'est eux qui m'ont beaucoup apporté de visibilité, tu vois. Mais pourquoi? C'est parce que j'étais convaincu par les parfums. Eux étaient convaincus? Bien sûr, moi j'ai toujours travaillé comme ça. Quand je travaille avec des influenceurs ou des gens connus, même aujourd'hui, il faut qu'ils aiment le produit, sinon je ne travaille pas avec eux. Il faut être convaincu pour convaincre. Nous, on vend des parfums. C'est une odeur à travers un téléphone. Il faut arriver à faire visualiser au client, la personne qui suit, une odeur. C'est très compliqué. Une odeur, la rareté aussi, ça. Parce que c'est de la niche. Exactement. C'est pas un parfum que tu vas chez Sephora. Et donc, il faut amener la personne, le consommateur, à être dans ce côté un peu comme font les grandes marques, un peu d'exclusivité. Tu ne sentiras pas la même odeur que le voisin. Exactement. Tu amènes les gens vers quelque chose, du coup, quand ils reçoivent le parfum chez eux, c'est plus vraiment un parfum. C'est un outil de séduction, un outil de... Identité, tout à fait, voilà. Exactement. Et donc, du coup, là, tu as fait tout ça, mais ça a été quoi ta plus grande difficulté dans ce moment-là? Est-ce que ça a été avant le jeu concours et ce qu'on appelle maintenant le marketing d'influence? Mais toi, tu l'as fait à l'époque, ça n'existait même pas, il n'y avait pas encore trop d'influenceurs. C'était avant ça. Comme je te disais, moi, j'ai commencé sur Snap et c'était mon Snap perso. C'était Clark Kent 938 à l'époque. Et en fait, j'avais un flyer, c'était une capture d'écran avec écrit meilleur parfum du monde partagé.
Et j'envoyais ça, au début c'est ton snap perso, donc les gens que tu as en contact, c'est tes amis. Ils se foutent un peu de ta gueule, tu vois. Vendre des parfums de niche, les gens ne connaissent pas. Le mec il est sur Snap, il vend des parfums. À l'époque, les parfums de collection privée, c'est toujours plus d'une centaine d'euros, donc ça coûte assez cher. Donc c'était très dur au début, tu vois. Surtout quand tu as des barrières. Quand c'est des barrières des gens inconnus, ça pose pas autant de problème. Ouais, tu t'en fous un peu parce que tu les connais pas, mais c'est comme ces gens que tu connais. Ils disent tous t'es un ouf, qu'est-ce que tu fais, tu vois quel délire, tu t'es pris pour Dior. C'est frustrant et si tu écoutes les gens, surtout dans tes débuts, ça peut vite t'handicaper et tu peux vite te remettre en question et tout arrêter, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir cette vidéo et qui vont se sentir concernés. Et je pense que tu es d'accord avec moi, Teddy, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut écouter sans écouter, tu vois. Moi, j'ai toujours dit ça, il faut aller tout droit et écouter personne. Moi, je dis qu'il faut s'écouter soi-même. Écoute-toi et ce que tu as à l'intérieur de toi, personne ne peut le comprendre. Donc si tu as une passion, si tu as un truc que tu sens dans tes tripes, vas-y, c'est tout. Ça réfléchit même pas. Ça rien de parler avec ton pote qui est dans le football ou l'autre qui est là-dedans. Ils connaissent rien, il faut y aller. Après, il faut écouter ceux qui ont fait mieux que toi peut-être ou qui sont dans cette niche-là, qui ont des conseils à te donner. Mais généralement, ces personnes-là, ils vont toujours te parler avec bienveillance. Ils vont toujours t'aider à passer au step d'après. Ils ne vont pas te dire non, ça c'est pas possible. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu te rends vite compte que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et justement, j'ai une histoire que je vais raconter avec mémoire. Donc c'est un groupe de grenouilles un jour qui décide de faire une course. Ils se réunissent en dessous d'un arbre. Et le but de la course, l'enjeu, c'est d'arriver en première tout en haut de l'arbre. Donc rapidement, la nouvelle de la course, ça fait le tour de la forêt et tu as plein d'animaux qui viennent se réunir pour voir ces grenouilles folles vouloir monter tout en haut d'un arbre. Donc boum, la course est partie, elle commence à essayer de grimper, elle grimpe. Et rapidement, les gens qui regardent, ils les découragent. C'est impossible, elles vont jamais réussir. Des grenouilles qui montent un arbre, ça n'existe pas. Et puis, toutes les grenouilles qui montent, la plupart commencent à se décourager, elles arrêtent. Elles arrêtent au fur et à mesure de la course. Et puis les critiques continuent. Mais des grenouilles, c'est pas possible. Bref, que des critiques. Donc tu as les grenouilles qui font la course, qui commencent à abandonner au fur et à mesure. Regarde une grenouille parmi tant d'autres qui, elle s'arrête pas. Elle continue à grimper. Et puis elle arrive tout en haut. Tout le monde est surpris, incroyable comment elle a fait pour arriver en haut de l'arbre. C'est une grenouille. Et du coup, elle descend de l'arbre et puis tout le monde va la voir. Comment t'as fait, etc. Et puis il voit que tout le monde se rend compte qu'elle répond pas. Et en fait, se rend compte qu'au final, que la grenouille a été sourde. Et dans la vie, moi je dis qu'il faut être sourd comme la grenouille, il ne faut pas écouter ce que les gens disent et il faut aller au bout de ses convictions. Je pense que si la grenouille n'aurait pas été sourde, elle aurait écouté les critiques, ça l'aurait démontée et puis elle aurait arrêté bien avant d'arriver à son but final. Et souvent quand on n'a jamais entrepris ou quand on commence, ou même si c'est pas que l'entrepreneuriat, en fait si tu écoutes les gens, tu ne fais rien. Tout le monde t'empêche de rêver, tu vois. Mais tout ça commence souvent par un rêve. Tu t'endors la nuit, tu es dans ton lit en train de te dire putain, un jour peut-être que j'en serai là, je vendrai mes parfums, je créerai ma marque, etc. Mais le chemin il est long, il est compliqué, ça c'est clair et net. Mais une fois que tu y arrives et que tu vois que ça commence à payer, tu te dis putain qu'est-ce que c'est beau. La visualisation. La visualisation. Ouais, c'est super important de visualiser. Il faut rêver, il faut savoir se projeter, il faut y croire, dur comme fer. Et après mettre les actions en place qui te permettent d'y arriver. Et donc là dans ces débuts-là, du coup, tu n'as pas encore eu forcément Enfin, si tu as quelques résultats, mais tu gagnes pas encore ta vie. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, vas-y, là, c'est la goutte d'eau de trop, j'y arrive pas, ça marchera pas. En plus, même mes potes, ils me le disent. Est-ce que tu t'es dit, là, je vais abandonner? Non, j'ai jamais eu ce ressenti-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Et parmi ces gens-là qui me décourageaient, t'en as qui m'encourageaient. Et c'est ça, moi, qui m'a donné de la force jusqu'à aujourd'hui. C'est mes clients, les gens qui me suivent, la force qu'ils me donnent au quotidien. Et j'ai jamais eu vraiment de moment de doute parce que, en plus, tu as vu à l'époque, j'avais une sécurité. Donc je travaillais à côté. Okay. Tu as moins de pression qu'une personne qui a rien à la fin du mois. Qui a rien à la fin du mois, tu vois. La pression, elle est arrivée par la suite. Ok. Donc il n'y a aucun moment où tu t'es dit, je vais arrêter. Aucun moment. C'est fort. Pour ceux qui regardent la vidéo, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'y aller, du jour au lendemain quitter son CDI, tout arrêter et aller vivre de sa passion, en tout cas essayer d'entreprendre dans l'automobile ou dans la parfumerie ou dans un domaine qui le passionne? Ou est-ce que tu conseillerais d'avoir une petite sécurité d'un côté, d'avoir son CDI, par exemple de gagner ses 1500, 1008, 2000, peu importe, et d'essayer à côté? C'est toujours mieux d'avoir une sécurité à côté. Ça limite le risque. Je ne peux pas conseiller aux gens de tout abandonner et de se lancer dans une passion, c'est toujours plus compliqué. L'idéal, c'est comme ça, c'est d'avoir une petite sécurité à côté. Je pense aussi notamment aux jeunes qui sont parents, eux encore plus, qui sont chez leurs parents. Moi, j'étais marié, j'avais des enfants, c'est différent. Mais quand tu es chez toi, tu me dis ce que tu en penses aussi, c'est-à-dire, et que tu n'as pas de loyer à payer, et tu as tes parents qui s'occupent de tout, c'est là où il faut aller tout arracher, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, si tu viens d'être parent, tu viens d'être papa, tu as une femme à la maison, tu as ton enfant à la maison et que tu es en CDI, c'est clair que c'est compliqué à l'instant T d'entreprendre et de tout lâcher du jour au lendemain. C'est limite de la folie. Il faut être barjot pour ne pas être sûr de manger à la fin du mois, tout simplement.
Mais moi, je conseille toujours, moi, je suis un fou. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré en entrepreneuriat, j'ai tout quitté du jour au lendemain. J'ai donné une lettre de démission, rien à faire de Pôle emploi. Et je suis rentré en entrepreneuriat et j'ai tapé dedans, parce que je suis le genre de personne où j'ai besoin d'être au pied du mur pour aller performer. Mais c'est pas bon pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai monté un réseau de franchise, parce que j'accompagne des gens qui n'osent pas sauter le pas et qui ont peur de se retrouver tout seuls. Tu vois, c'est ça le principe d'une franchise. Donc ça dépend de quelle manière tu entreprends et où est-ce que tu en es dans ta vie. C'est important aussi, même si on le sait toi et moi, que c'est jamais le bon moment pour... Le tout, c'est de commencer, même si c'est petit à petit. On n'est pas obligé de tout quitter, que la transition soit trop brutale. L'entrepreneuriat, ça peut se préparer. Si tu le prépares, tu vas vite avoir des résultats, tu vois. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu vois. Bon, j'ai commencé, je travaillais à côté. Et le jour où vraiment ça a pris une autre envergure, c'est quand je me suis mis en année sabbatique, tu vois. À ce moment-là, comme je suis marié, ma femme, elle a pris la responsabilité de dire, bon, j'ai mon salaire, ça permet de payer le loyer, tu peux te lancer dans ça pour aller plus loin. Et je t'assure que quand j'ai arrêté, en fait, tu es concentré. Tu n'as plus le temps, tu n'es plus concentré par ton travail, tu es focus sur tes objectifs. Et en 1 an, si j'ai fait ce que je n'ai pas fait en 5 ans avant d'en arriver jusque-là. Bien sûr, totalement. C'est que moi, quand je me mets dans un truc, je me mets à 100%, à 1000%. Il n'y a rien d'autre. Tu vois, à l'heure actuelle, j'ai que ma boîte. J'ai une seule société. Après, j'ai un peu d'IMO, mais j'ai qu'une seule boîte. Tous les jours, on me propose des plans, des trucs, des boîtes où investir, des boîtes à racheter, des trucs. Icars Concept. Je reste focus que sur une seule boîte. Quand tu es comme ça, en fait, tu n'as qu'un seul objectif, qu'une seule obsession, et c'est là où tu performes. Bien sûr, mais c'est comme dans la vie réelle. Quand il y a du risque, tu es toujours plus performant. Là, je te dis, viens en cours. On fait une course, tu n'as pas de pression, tu n'as aucune pression, tu vas courir, peut-être tu vas courir vite. On fait la même course, il y a un lion qui cavale derrière toi derrière. Pour moi, tu vas battre toutes tes performances. Je vais de une courir beaucoup plus vite, et de deux, l'arbre là que tu parlais avec les grenouilles, tu vas voir. Ouais, tu vas le monter. Je vais vite le monter. Donc voilà, tu vois. C'est un peu comme ça dans la vie d'entrepreneur, tu vois. Plus il y a du risque, plus tu te donnes à fond pour y arriver, tu vois. Est-ce que tu as beaucoup douté de toi et de ton business quand tu l'as lancé? Je pense que tu vas me comprendre, mais tu as le doute à chaque fois, tu as peur tous les jours. Moi, surtout à chaque nouveau lancement, tu as toujours le doute de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. En plus, là, les risques ils sont toujours plus élevés parce que quand c'est ta marque à toi, tu mets tapis. Tu mets tapis pour les quantités, etc. Et tu as toujours ce doute-là. J'ai eu le doute aussi quand j'ai ouvert la boutique. Tu vois, je suis reposé sur mes lauriers, le site il marchait très bien. Non, c'est la boutique sur les Champs-Élysées, on a mis tapis dans les travaux, dans tout, on a payé le loyer gratuit pendant des mois et des mois. Et tu as tout le temps le doute. Et limite, c'est quand tu as le doute, c'est quand tu as peur qu'il faut y aller et que tu as des meilleurs résultats. En tout cas, moi je suis un peu comme toi. Quand j'ai la pression et j'ai le stress, je fonctionne souvent moi aussi, tu vois, à la dernière minute, toujours dans le stress. Mais c'est là où je suis le plus performant, tu vois. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faudrait expliquer un peu aux gens, ceux qui commencent un peu d'entrepreneuriat, qui sont à un certain niveau, ou ceux qui aimeraient, c'est que les gens, ils doivent penser qu'au bout d'un moment, ça va. Et donc, c'est pour ça qu'ils se permettent de faire. Parce que moi, je discute avec souvent des gens qui veulent commencer à entreprendre. Et en fait, je leur explique que tu n'es jamais en sécurité d'entrepreneuriat. Ça veut dire que, par exemple, je te dis une bêtise, tu as vendu 2000 parfums, boum, tu as une caisse, tu as une trésor. Cette trésor-là, qu'est-ce que tu en fais? Je pense que c'est à ce moment-là où tu t'es dit, là, c'est le moment d'investir. Je vais prendre le risque d'ouvrir un magasin sur les Champs-Élysées. Et les gens ne se rendent pas compte que là, ta trésor elle a fondu et en fait, tu prends un risque qui peut te mettre tapis, qui peut faire que tout s'arrête. Exactement. En plus, moi, dans mon mode de fonctionnement, je ne me fais pas financer, donc on a tout mis en perso, en propre plutôt. Et là, tu te lances. Tu es là, vu que tu as fait une année, moi j'ai fait une année 2025 de folie. Tu commences les travaux en 2026, tu te lances dans un projet justement qui a été minimisé par les architectes et qui coûte 4 fois plus que prévu. Wow. Sauf que t'as personne derrière pour t'aider. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que les marques que je vendais le plus, c'est des amis, donc j'ai pu un peu différer les paiements. Et ce qui m'a permis de tenir un peu le choc jusqu'au mois de juin, on a dû lancer limite en avance dans la précipitation parce qu'on peut plus tenir un mois de plus, tu vois. Ah ouais. Quand je lance ailleurs, quand j'ouvre la boutique, je suis à la semaine près. C'est hyper intéressant. Ça veut dire que là, tu es en train de me dire que à ce moment-là, tu es en tête d'affiche. Quand tu es tête d'affiche, tu es en train de tout péter. Ouais. Tout le monde te voit quand même en train de tout péter. Et à une semaine près, tout peut s'effondrer. Tout peut s'effondrer. Ça m'arrivait dans chaque moment fort de ma carrière, si je peux dire ça. Quand j'ai lancé Cryptonite, pareil, je pense qu'on en reparlera après. Et quand j'ouvre Sayar, les gens ils se disent, tu vois, s'il ouvre Sayar, c'est que le mec il est en place. Mais non, je mets tapis dans les travaux. La boutique, elle me coûte presque 1,5 million d'euros en termes de travaux, etc., de marchandises. Nous, on est en fonds propres. Tu as tout qui tombe d'un côté. On paye le loyer de janvier
À juin, je t'imagine le prix du loyer sur les champs. Bien sûr. Tout arrive d'un coup, on n'a plus le choix et il faut lancer. Et on lance. 500 000 balles. Ouais, presque 100 000 balles, 400 quelques mille euros. Et tu vois, et c'est là où c'est un truc de fou, en vrai, l'entrepreneuriat. Et bon, en vrai, c'est pas une insulte, hein, mais il faut être complètement taré pour faire ça. Il faut dire la vérité. Tu as un demi-million à plat, tu te dis qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'essaie de monter ou est-ce que je m'arrête là et j'en profite et je fais 1 an avec madame, tu vois, t'aurais pu faire ça aussi. J'aurais pu prendre un endroit un peu moins prestigieux, un petit local pour commencer. Donc avoir une vision un peu plus c'est petite. ça. Il faut risquer gros pour avoir gros, tu vois. Totalement d'accord avec toi. Ouais. Et les gens ne se rendent pas compte, tu vois, tu parlais de ça tout à l'heure, ils savent pas. Ils savent sans le savoir, mais il y a des risques de fou. Je pense qu'on reviendra sur Kryptonite. Quand je lance Kryptonite, je suis à Dubaï, j'ai mis mes derniers 3 000 euros dans le clip qui sort. Et après, t'es à zéro. Et je suis à zéro. T'as tout mis, t'as mis un tapis. J'ai mis le tapis. À ce moment-là, je pars à Dubaï, 1 an avant. Sauf que Dubaï, ça coûte très cher. Moi, je pars, j'ai pas ça hier, ça n'existe pas encore à ce moment-là. Ok, j'ai c'est 2-3 juste avant livreurs ça. qui vendent parfum par-ci par-là. En fait, j'ai essayé de lancer Kryptonite. Bon, c'est une longue histoire. Hein. Moi, j'aurais pas juste de Kryptonite, en l'occurrence. Donc, on commande 1000 pièces. Je reviens en France. C'est très compliqué financièrement. Et je me souviens, en espèces, il me restait 3 000 euros. C'était pour payer les caméramans et toute la production du clip de Kryptonite. Et je me souviens, je donnais mes 3 000 euros, les derniers 3 000 euros au mec du clip. On sort le parfum et les 1000 pièces, on les vend en 2 jours. Incroyable. Et le clip, en l'occurrence, il sort après. Ça se vend tellement vite qu'il n'a même pas le temps de sortir au moment. Donc le clip de Kryptonite, il sort quand le parfum est en rupture de stock. Et les gens, tu vois, tu parlais de ça, t'es à Dubaï, t'es au max, mais en fait non, t'as mis tapis dans un truc, tu vois. T'essaies juste de t'écouter, d'écouter ta vision, d'écouter tout ce que t'as déjà fait depuis le début, de prendre de l'expérience, là, ce qui a marché, ce qui a loupé, de faire une petite salade et d'essayer de voir si ça passe. Et quand ça passe, quelle fierté. Ouais, quelle fierté. Et tu t'en rends même pas compte, hein. Tu réalises pas. Moi, quand je vois les 1000 pièces, je me dis, attends, c'est l'engouement. On reçoit plus de 6000 messages WhatsApp. Et en plus, à l'époque, il n'y a pas ça hier. Donc, on prend les commandes sur Snap, WhatsApp, on envoie les colis dans un garage. Pas de structure, aucun process, aucune structure. Je laisse des parfums à ma petite sœur, elle descend toutes les 5 minutes chez elle, elle donne des parfums aux clients et tout. C'était un bazar. Et là, je me dis, oula, c'est l'engouement et tout, et c'est pas normal, tu vois. Mais là, tu captes que tu as créé quelque chose de ouf ou t'es pas confiant? En fait, je capte que j'ai une communauté qui me fait confiance à un truc de malade. Donc, ton image de marque, en fait, les gens ont acheté avant de comme ça, ils sont précipités et je n'étais pas autant suivi. En plus, à l'époque, là, il y a l'engouement. J'ai des retours clients qui apprécient énormément le parfum. Là, on lance ça hier. 3 mois après, on fait des préventes. Boum, 3 jours, pareil, 1500 pièces, plus rien. En gros, tu as créé ton personal branding sans le savoir. Sans le savoir. Tu as créé la confiance avec ta communauté, avec les gens. Et ils te réservent 1000 parfums en 48 heures. 48 heures. 1000 sans site, sans rien, donc en message. En prise de commande et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Tout ça sur Snapchat. Tu vois, tous ceux qui disent qu'il faut des millions pour commencer à entreprendre, il faut juste avoir des couilles et avoir la dalle, croire en son projet, croire en son truc, miser, prendre des risques, parce que c'est clair et net qu'il y a des risques. Je pense que malgré tout, les risques, tu les as quand même contrôlés. Tu savais ce que tu faisais, t'as pas fait le nanar ou Non, je savais qu'il allait plaire le parfum, mais pas autant, parce que je vends des parfums depuis des années. Oui, donc tu as quand même ton expérience et ça a marché avant que la stratégie soit finie. Et surtout, le cœur de tout ça, moi je le dis tout le temps, c'est les clients. Les gens, ils mettent souvent le paquet sur l'influence et la publicité, etc. Ce qui compte, c'est de plaire au client. C'est le client, en fait. Quand tu vends une fois, c'est bien. Quand le client il revient racheter, c'est bon, c'est que tu as gagné. Et le but, c'est qu'il vienne racheter. Une fois qu'il a racheté, c'est là où tu as une victoire. Ça veut dire que toi, tu es plus de la team j'ai mon client, je préfère avoir du récurrent avec ces personnes, garder cette fidélité client et que d'aller chercher de nouveaux clients, aller investir dans du marketing qui coûte un bras pour toucher d'autres personnes. Je vais aller encore plus loin, tu dit, le meilleur influenceur, c'est le client. J'avoue. Quand j'ai un client qui va en boutique, qui me dit, j'ai sorti sur mon pote, j'équipe, tu sais. T'as pas besoin de faire plus, tu vois. C'est hyper marrant ce que tu dis, tu sais pourquoi ? Parce que moi, les premiers franchisés que j'ai eus, et je dirais même 50% de mes franchisés, même peut-être un peu plus, c'est des anciens clients à moi, qui ont suivi le parcours client, l'expérience client, ils pétaient les plombs et ils ont voulu investir dans ce business. Et tu vois, quand ce client il va chez toi, il a de la crédibilité. Parce qu'il te connaît, il sait ce que tu fais, et toi, tu as confiance en lui, il a confiance en toi. C'est comme ça que ça marche. Le service client. Tu rentres dans un restaurant, le serveur il est agréable, c'est bon, tu reviens. Tu vas dans un restaurant, c'est très bon, le serveur il se la raconte avec toi, tu vas plus jamais revenir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, nous l'année dernière, on a fait une convention au Mama Shelter. On avait loué tout l'étage au Mama Shelter. Super convention, j'ai adoré moi la DA du Mama Shelter. Les équipes ils sont impeccables, ils sont incroyables. Là je suis parti à Rennes, j'ai fait une ouverture hier, j'étais sur Rennes.
On a ouvert une agence là-bas. J'ai pris un hôtel. J'ai vu qu'il y avait un Mama Shelter, j'ai réservé au Mama Shelter. La même DA, le même mood, les mêmes équipes. J'ai dit c'est incroyable comment ils sont forts là-dedans, de réussir à aussi bien former leurs équipes, garder la même direction, tu vois. Et tu vois, regarde, tu m'en parles là. C'est puissant. Hein. C'est que ça marche. Tu Bien vois, sûr. tu me recommandes si jamais un truc, c'est que... Donc du coup, Mama Shelter, à la prochaine convention, il faudra nous faire une petite remise. Et quand tu as commencé tout ça, désolé, je reviens encore au début, Ouais, bien sûr. c'est hyper important. C'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Est-ce que quand tu as commencé ce projet, c'était imaginable pour toi d'atteindre le niveau auquel tu es actuellement? Jamais de la vie. Tu réalises pas, et même en fait l'humain il est, comment dirais-je, l'humain il est difficile dans ce qui est matériel. Et je pense que tu dois être comme moi, c'est qu'on n'arrive pas à visualiser le moment présent. Et en fait, quand tu as 100, tu veux 1000. Quand tu as 1000, tu veux 10 000. Quand tu as 10 000, tu veux 100 000. Et ça s'arrête jamais. Et pendant cette transition-là, tu n'arrives même jamais à savourer ce que tu as sur le moment. Tu vois, là, dans une Porsche Cayenne, je pense que tu rêves un jour de rouler en Porsche Cayenne. Moi, je m'endormais. Pendant une semaine, tu es content et après, c'est normal pour toi. Quand j'étais gosse, j'étais placé à la DAS. Ouais, bref, je ne vais pas parler pendant 3 heures, mais j'étais placé à la DAS. Je rentrais dans la famille d'accueil, je m'allongeais dans le lit, je rêvais du Porsche Cayenne. Pourquoi? Parce que moi, je suis né à Vitry-sur-Seine. Et la première fois que j'ai vu un Porsche Cayenne, c'était le rappeur Rof qui l'avait acheté. Tu vois. Et il passait devant moi, comme ça on habitait pas très loin. Et il était passé devant moi avec ce Porsche Cayenne. Et je m'étais dit, putain, un jour, j'aimerais avoir cette voiture. Et ça a trotté dans ma tête de mes... je sais pas quel âge j'avais quand il avait cette voiture, peut-être 7, 8 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais plus. Et quand je suis arrivé en famille d'accueil, et ben la nuit, je me couchais et je rêvais que je roulais en Porsche Cayenne alors que j'avais rien dans le ventre, tu vois. Et donc je rejoins ce que tu dis, c'était un rêve. Mais une fois que j'ai pu l'acheter, ben, c'est bizarre, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et ben j'aime la voiture, mais Oui, en réalité, après, tu te dis, si j'ai acheté un Porsche Cayenne, c'est que je peux acheter un hélicoptère. Exactement. Et une fois que tu achètes l'hélicoptère, tu veux le jet privé et ainsi de suite. Et en Ça fait, va le plus satisfaisant dans tout ça, je pense, c'est le parcours pour y accéder. Quand tu l'as, après, Mais c'est pas bien, il faut savoir remercier Dieu, remercier la vie sur le moment présent, d'avoir Bien ce qu'on sûr. a aujourd'hui. Exactement. On s'en rend pas compte. Et ça, c'est un travail à faire sur soi-même, tu vois. Est-ce que tu es quelqu'un qui se remet beaucoup en question? Grave. Quotidiennement? Quotidiennement, Vraiment? tout le temps. Et C'est une qualité rare, hein, tu le sais. là aujourd'hui, ouais, je sais, mais il faut, sinon tu te laisses aller et après c'est pas bon et après tu rentres dans une sorte d'arrogance en fait. Tu vois, si tu ne te remets pas en question, comme on dit, c'est facile de monter, le plus dur c'est de rester en haut, tu vois. Et si tu ne te remets pas en question, bah, tu redescends aussi vite que tu es monté et ça il faut surtout pas, tu vois. C'est une question qu'on m'a posée hier sur Instagram. Ouais. J'ai un gars qui me demandait quelle est la plus grande qualité dans l'entrepreneuriat et j'ai répondu exactement ça. C'est la remise en question. La remise en question. Si j'en avais une seule à choisir, ce serait la remise en question. Et c'est très dur pour la plupart des gens, ils se remettent jamais en question. D'accepter la critique. D'accepter la critique. Mais moi aujourd'hui si j'en suis là, c'est grâce dur, à la hein, critique. mais- Hein. Oh, attention à la critique constructive. Hein. Oui, c'est bien super sûr. important d'écouter une critique, tu vois, qui te permet de te remettre en question justement, de dire oula, si on me l'a dit plusieurs fois, c'est quelque chose qui va pas, hop, il y a quelque chose à changer, là tu changes, et puis c'est comme ça que tu vas encore plus loin, tu vois, que tu passes des steps, des paliers. Bien sûr. Et tu fais mieux. Et après, ensuite, l'argent devient une conséquence de la cause. C'est ça. Et une aide aussi, dans certains moments, tu vois, il faut de l'argent pour faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Tu vois, c'est partie aussi du taf. Et maintenant, on est devenus des influenceurs. On est obligé de communiquer sur notre business, sur Ouais, notre c'est produit. On est l'image de notre business. Moi je suis communiques t'es comme pas. toi, hein. Toi t'es l'influenceur j'imagine de la Icar. marque, ouais. Ouais, moi je suis influenceur de Sayer. On appelle maintenant le personal branding. Ouais. Maintenant, il y a certaines boîtes ont mis des noms sur des choses. Mais ça Et c'est on à double travaille tranchant. Parce que quand t'es associé à ta marque, regarde, demain je te dis c'est qui le PDG de Renault? La plupart des Français ne savent pas. Bien sûr. Je te dis Elon Musk, tu penses Tesla. Elon Musk qui est dans la sauce, bah, il mettait ça dans la sauce avec lui, tu vois. Et tous les collaborateurs. Exactement. C'est pour ça que c'est à double tranchant. C'est bien parce que si tu as un bon truc, tu pousses ta boîte vers le haut. Mais à l'inverse, si tu fais que tu as une galère ou que tu es dans une sauce, et ben tu prends ta boîte avec toi. Tu fais tomber ta boîte avec toi. J'ai fait une story sur ça tout à l'heure. Ouais. Je disais que maintenant, il y a des choses que je ne pouvais plus me permettre de faire ou de dire. Parce que si tu dis je pense, si tu parles de politique, de religion, ou tu fais une boulette, et ben c'est toi, tant pis. Mais après, tu as tous tes franchis et tous les gens qui ont misé sur toi C'est ça. qui tombent avec toi. Et là, c'est pas pareil. Un peu comme il s'est passé pour parler d'une franchise avec Stéphane Plaza. Ah oui, Et bah il a oui. tapé. Bon, là, ça va encore plus loin, mais ce qu'il a fait, C'est très grave. Ouais, c'est grave. Mais le truc, c'est que maintenant, toute la marque, Après, elle est impactée. Tous les tu vois. franchises. C'est ouf, hein. C'est Déjà fou. que l'immobilier, ça allait pas bien. Bah, alors là, Bah, tu vois, c'est l'exemple parfait. C'est pour ça qu'il faut toujours rester neutre. Tu peux prendre parti en tant qu'homme, en privé, en tant que représentant de ta marque, tu es obligé de rester neutre à chaque fois. Même si des fois c'est compliqué, malheureusement, tu peux pas te permettre de, tu vois, sous le coup de l'émotion, de prendre parti sur quelque chose qui a rien à voir avec ton business. Et ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que toi, quand
En tant que Teddy, ben, tu représentes ta boîte, mais tu es aussi responsable de tous tes salariés. Tu vois. Donc en faisant ça, tu mets en péril tout l'écosystème, tes franchisés, tes salariés et tous les collaborateurs. Tu vois. Est-ce que tu dirais que ton rapport avec l'argent, il a changé? Pas vraiment. Pour ceux qui me connaissent depuis toujours, je suis toujours resté le même. Tu vois. Après, moi j'ai la chance de ne pas avoir l'argent dans le cœur. Tu vois. Je pense que avec ta souris, c'est que tu dois connaître des gens qui ont l'argent dans le cœur. Pour moi, c'est une des plus grosses maladies. Ouais. C'est que t'es jamais content. T'as toujours peur de le perdre? T'as toujours peur de le perdre et t'as toujours peur aussi de le partager. Et le plus important, l'argent, c'est fait pour être partagé et être redistribué dans plein de choses, tu vois. Des choses qui te tiennent à cœur Et de vivre certaines émotions. C'est ça. Que l'argent te permet de faire. Parce qu'à la fin, ce qui reste, c'est que les souvenirs. Donc si t'as de l'argent, il faut pouvoir l'utiliser pour te créer des souvenirs. Et c'est ça qui reste à la fin, tu vois. C'est marrant parce que tous les entrepreneurs avec qui je parle, on a à peu près tous les mêmes discours, tu vois. C'est ouf ce que je vais dire, hein. Mais j'ai beaucoup de gens, tous ceux qui ont l'argent dans le cœur, ils ont tous un step, un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Parce qu'ils ils prennent pas de risques. Ils prennent pas de risques ou ils sont trop avares de l'argent. Ça devient des espèces de pinces. Nous, en fait, je pense juste qu'on a une vision différente de l'argent. L'argent, moi, je la vois comme un outil. Tu comprends? Mais c'est pas du bullshit, c'est pas une phrase d'Instagram. Non, c'est totalement vrai. C'est réel. L'argent te permet de faire vivre des gens, te permet d'acheter des émotions. On dirait que pour eux, l'argent, c'est maudit. Tu sais, c'est le côté mauvais de l'argent. Ça devient des pourris, tu vois. Comme je dis, pourquoi on dit l'argent dans le cœur, c'est que ça te ronge de l'intérieur. Donc tu n'arrives jamais à te satisfaire de ce que tu as. Et comme tu parlais tout à l'heure de l'avarice, moi, on m'a toujours appris, hein, c'est qu'il faut donner pour recevoir, tout simplement, tu vois. Ça, c'est une règle très simple. Très simple, mais très Très réelle. dur pour certains. Exact. Très dur pour certains, pour beaucoup. Est-ce que tu as eu des cas comme ça, où des gens, tu as dû te séparer d'eux par rapport à ça, ou par rapport au fait que je sais pas, est-ce que tu as connu une trahison, tu as dû te séparer de gens par rapport à ça? Et malheureusement, comme on dit, il faut travailler avec une personne pour vraiment la connaître, tu vois. Ça peut être ton meilleur ami. Quand tu travailles avec quelqu'un qui a de l'argent en jeu, ça devient vite très compliqué. Tu vois en fait le vrai visage de cette personne-là, tu vois. Moi, ça m'est arrivé en l'occurrence où je me suis associé indirectement avec une marque que j'avais mis en avant et qu'à la fin, j'ai vu des choses que j'aurais dû voir au final, parce que je suis content de l'avoir vu, même si c'était un peu engagé dans le processus. Mais vaut tard que jamais. Et c'est pour ça que je préfère entreprendre tout seul que d'entreprendre avec quelqu'un et t'engager avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi, surtout en ce qui concerne l'argent. Et là, ça peut vite prendre des proportions très compliquées. Surtout quand tu es associé, parce que c'est comme un mariage, c'est facile au début, mais le jour où tu veux te séparer, c'est difficile, tu vois. Après, chacun tire sur la corde. Exactement. Et des fois, la corde a fini par craquer. Est-ce que tu penses qu'il est possible de réussir seul, ou il faut forcément avoir un réseau, un entourage, s'associer? Oui et non, pour moi, on ne peut pas réussir seul, parce qu'on a toujours besoin des autres. Après, comment? C'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé de t'associer. Et pour moi, je déconseille, je pense qu'on est d'accord sur ça, de t'associer. Si tu peux entreprendre tout seul, il faut entreprendre tout seul. Puis après, aller s'accompagner, on a toujours besoin des autres. Comme on dit, tu ne peux pas t'enterrer tout seul. Donc on a toujours besoin des autres. Il faut juste savoir s'accompagner des bonnes personnes. Et quand tu t'accompagnes de personnes sans qu'il y ait de contrat, par exemple d'association, quand tu veux te séparer, c'est toujours beaucoup plus simple, tu vois. Quand tu es associé et il faut se séparer, en général, ça se sépare difficilement et la boîte, elle prend un coup avec, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai commencé, la trahison, tout ça, j'ai connu ça. Et je pense que tout entrepreneur qui regarde cette vidéo va avoir une pensée pour une personne. Mais après, généralement, c'est eux qui perdent. Moi, j'ai eu ça, hein, j'ai eu ce problème-là, c'est que moi, j'oublie vite, j'ai de la chance d'oublier vite. Et je me dis, tant pis, tu vois. T'avances et souvent, c'est les gens qui regrettent, c'est tu une vois. Force, hein. Mais c'est trop tard. Ah oui, moi, je passe très vite à autre chose. T'es pas rancunier? Si, en fait, je suis pas rancunier dans le sens où je vais pas vouloir du mal à personne, mais je vais l'oublier. Et c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. On peut me dire, c'est comme ça, elle avait jamais existé pour moi, tu vois. Je suis exactement comme ça. Moi, tu rentres dans mon cœur, tu mets beaucoup de temps à y rentrer. Une fois que tu es dedans, tu sors pas. Par contre, un coup de travers, une trahison, un truc, je ne pardonne pas. C'est fini. Merci, au revoir. Est-ce que tu en es là grâce à certaines personnes? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé à te propulser dans ta carrière? Beaucoup. Beaucoup, déjà les gens qui m'ont suivi. Tu vois, tous ces gens-là, et tous mes clients, toutes mes clientes qui m'ont poussé, qui m'ont fait confiance. Ensuite, les influenceurs avec qui j'ai travaillé depuis le début et qui m'ont donné de la visibilité, comme je disais tout à l'heure. Je pense notamment à Walid Saks et Kamel Tatouage. Après, j'en ai d'autres qui sont venus au fil du temps, mais Kamel Tatouage, qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans, ils sont toujours là. Maintenant, c'est la famille. C'est plus qu'une relation professionnelle, c'est une relation amicale, même familiale avec les deux.
Et du coup, mon épouse, ma femme qui m'avait soutenu beaucoup au début, tu vois, c'était compliqué. Voilà, c'est vraiment toutes les personnes que je tiens à remercier et qui ont fait que j'en suis arrivé aujourd'hui, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de ta femme ou de nos femmes. Ouais. Mais c'est tellement, je pense que c'est la première pièce. Ah, bien sûr. On est passé direct aux associations, aux partenariats, tout ça. Mais nos femmes, sans elles, je pense que ni toi ni moi n'en serait. Jamais de la vie. Derrière chaque grand homme se cache une femme, comme on dit, tu vois. Après, moi aujourd'hui, je suis associé avec elle. Bon, c'est elle qui gère tout ce qui est administratif, elle gère un peu les équipes et tout. Et moi, on va dire que je suis sur la partie commerciale et projet, tu vois. Et tous les gens concourent à moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai des collaborateurs, donc tu connais, tu vois, faire un petit big up à Larsen, l'homme de l'ombre, qui travaille avec moi depuis le début et qui a fait aussi, tu vois, qui a mis sa pierre à l'édifice comme plein de gens. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas entreprendre tout seul, on peut entreprendre tout seul, on peut se lancer tout seul, mais au bout d'un moment, on a besoin des gens bien sûr autour de nous, il faut juste bien s'accompagner, tu vois. Il faut monter une bonne équipe, des gens qui te ressemblent. En tout cas, toi, tu as une très belle équipe, j'ai eu l'occasion de tous les rencontrer. Pour véhiculer une image, il faut pouvoir la représenter. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans l'équipe, c'est une équipe où voilà, on est soudés, c'est un peu une famille, tout le monde s'entraide, pourtant une petite équipe, on est à peu près une douzaine, avec l'équipe boutique et l'équipe bureau. Bon Khalil, j'ai une surprise pour toi. Allez, nouvelle surprise. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Regarde-moi ça. Ah. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Kryptonite, le bébé. Et là, tu vois, ce parfum, c'est un peu une grande partie de mon histoire, tu vois. À la base, quand je l'ai lancé, Kryptonite, c'était même pas prévu que je le lance. C'était un parfum que je devais faire sur mesure. En fait, on m'avait présenté une parfumeuse qui faisait des parfums sur mesure. Et elle devait me faire 5 fois 100 ml. Donc j'ai commencé à travailler avec elle sur les notes que je voulais dans le parfum, etc. Et puis elle a appris que j'étais un petit peu suivi, déjà à l'époque, c'était en 2021. C'est à l'époque où j'étais encore à Dubaï. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne commercialises pas? Et du coup, on a fait le pari fou de le commercialiser sans site internet. À l'époque, sans rien du tout, ça n'existait même pas. Et on a tout vendu, on avait 1000 pièces en 2 jours. C'est 48 heures. Le fameux. Le fameux, ouais. C'est celui qui a commencé. Ce qui m'a sauvé la vie. Kryptonite, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, ça reste sur un de mes best-sellers et il est connu un peu partout. Il est même copié maintenant par pas mal de monde, mais c'est flatteur, tu vois. Et voilà, une grande histoire d'amour avec ce parfum, que je mets d'ailleurs tous les jours encore. Ah, je sais, je l'ai aussi, il est chez moi. Et donc du coup, après ça, tu as vendu les 1000 pièces. Après ça, du coup, on lance Sayar. Sayar, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Donc justement, pour reproduire une nouvelle production de Kryptonite, c'était 3 mois. Donc pendant ces 3 mois-là, on a rencontré du coup toutes les contraintes pendant le lancement où on a dû prendre des commandes sur WhatsApp, etc. Du coup, il fallait automatiser ça. Site internet. Sayar, c'est venu d'où? Ça veut dire, en fait, moi je parle beaucoup de charme quand j'évoque le parfum. En fait, le parfum, c'est l'atout charme. Je suis allé simplement dans le traducteur. J'ai mis charme en français, et en fait en arabe littéraire ça voulait dire Sahar. Du coup Sayar c'est resté, ça veut dire un peu charme. On lance Sayar en mai 2021, on lance les préventes, on avait Kryptonite, donc Qualité et 2-3 autres marques. On lance les préventes de Kryptonite et pareil en 3 jours. Plus rien. 3 mois après du coup mai jusqu'à septembre, on relance des préventes mais cette fois-ci on fait un événement à l'hôtel Barrière. Et là de là ça prend une toute nouvelle envergure, ça fait le petit mec de Snapchat, il fait un truc à l'hôtel Barrière, on a fait un truc grandiose, il y avait des journalistes. On a ramené un graveur sur place, Sayar est parti à décoller. On a réussi à ramener d'autres marques entre temps. Au fur et à mesure, on a fait un événement, un pop-up éphémère, quelques mois après sur Paris, où là il y a énormément de monde. On a fait sur 2 jours. C'était pour la Saint-Valentin à l'époque avec un de mes parfums qui était Kiss, un de mes parfums suivants qui est arrivé par la suite. Énormément de monde où les clients venaient, les gens me disaient il faut vraiment que tu aies une boutique définitive sur Paris. Et là, on a travaillé pour justement le lieu où je vous amène aujourd'hui. Donc c'est là où tu t'es dit ça y est, là c'est le moment, il faut que j'ouvre ma boutique et je peux pas l'ouvrir n'importe où, c'est un endroit emblématique. Exactement. Et tu t'es dit aller sur les Champs-Élysées. C'est ça. Et en plus on avait des contraintes au niveau des marques parce qu'on était qu'en ligne. Donc il y a pas mal de marques que je voulais et que je pouvais pas voir parce qu'on était qu'en ligne. Et tu sais, le en ligne, c'est pas. Quand tu n'es pas connu, à l'époque on ne connaissait pas, tu arrives, tu as un petit site en ligne de parfumerie avec quelques marques, tu veux récupérer une marque avec une certaine autorité, c'est difficile de prendre pas au sérieux. Donc après on arrive avec le projet du coup boutique de parfumerie niche sur les Champs-Élysées, d'impact auprès des marques. Donc là tu as eu beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de clients aussi, parce qu'au moins les clients là ils pouvaient venir directement sur place, sentir le parfum. C'est ça, et à chaque fois qu'il y a une nouveauté qu'on sort chez Qualité, c'est pareil, c'est plusieurs milliers de pièces en quelques jours qui partent. À chaque fois, je suis très fier de ce qu'on a pu faire et j'ai du mal toujours aujourd'hui à réaliser, tu vois. Justement, tu vois, je parlais d'opération, je viens de me faire opérer. Tu vas voir mon visage et mon physique, tu vas comprendre.
boutique sur les champs, ça rigole plus, c'est grâce à vous. Vous lui donnez de la force à ce monsieur-là, et grâce à vous, il a ouvert un magasin sur les champs. Bon, on y va. Tu vois. C'est incroyable. C'est fou, hein. Ah, c'est pas la MDR. Hein. Voilà, c'est-à-dire que tu visualisais. Déjà. C'est un truc de fou. Tu Là, vois. je vais encore plus loin. Là, je visualise encore d'autres choses, tu vois. Je sais pas si c'est bien d'en parler, mais pour moi, c'est que le début de. Je sais pas si toi tu tes vois. croyances, mais moi je visualise tout le temps. C'est pour ça qu'on a du mal à rester sur place. Et c'est pas bon parce que des fois, il faut se dire, ouais, t'as vu, tu parlais de ce que je suis fier de moi. Je me suis jamais posé la question. Tu vois toujours plus loin. Tu dis, c'est pas assez, il faut que. Si j'ai fait, c'est que c'est fait, ça y est. C'est ok. ça. Et Voilà, voilà, t'as tout de déjà suite, fait. étape suivante, tu vois. Et des fois, il faut se dire, attends, stop, c'est bien, sinon tu t'arrêtes jamais. Pour ça, des fois, c'est bien de mettre une petite pause. Pas trop longtemps, tu vois. Quand je dis une petite pause, je pensais que c'est un mois d'août d'un mois. Je parle pas de ça, je parle même d'une demi-heure ou 24 heures, tu vois. Visualiser aussi le moment présent, tu vois. Parce que visualiser le futur, ça te permet de l'atteindre, mais c'est important d'être conscient déjà de ce que tu as fait. Sinon, tu restes en état insatisfait et puis demain, tu achètes un Ferrari, tu achètes le monde, tu vois. Et tu sais, c'est quand que je me suis rendu compte de ça. Moi, j'ai vécu à Dubaï. Donc là-bas, j'ai rencontré des gens riches. Et quand je dis riche, c'est vraiment très riche. Donc ça 2-3 millions, quoi. Ouais, beaucoup plus. Et quand tu parles avec eux, pour eux, c'est pas assez. Et là, tu dis, oula, Il y a un problème. Là. il y a un problème. Et en fait, c'est vrai, c'est que tu as 1 million, tu veux 10. Tu as 100, tu veux 1 milliard. Et en fait, ça s'arrête jamais parce que c'est illimité. Et c'est difficile de se satisfaire de quelque chose d'illimité. Et au bout d'un moment, il faut se dire, oula, j'ai ce que j'ai, c'est bien. Et c'est comme ça que tu visualises mieux les choses, tu vois. Sinon, tu t'arrêtes jamais. Regarde, Teddy, là, on est sur les Champs-Élysées. C'est incroyable. Et j'ai commencé, j'avais un Clio 3, j'allais dans les cités de France, d'Île-de-France, j'ouvrais mon coffre et c'est comme ça que je vendais les parfums. Et là, on est sur les Champs-Élysées. Est-ce que tu as une somme en tête que tu vises et là, tu te dis, là, je vais me calmer, je serai plus avec madame et les enfants. En fait, pour moi, le vrai but, il n'y a pas de somme, tu ne peux pas quantifier ça, c'est d'être heureux. Parce qu'en vrai, tout ce qu'on veut, c'est quoi? C'est d'être heureux. Bien sûr. Et à partir du moment où tu arrives à être heureux, c'est que c'est suffisant. Tu as des gens qui sont malheureux avec 1 million, 10 millions, t'en as, ils sont heureux avec un peu moins, tu vois. Le but, c'est pas de savoir combien, c'est de savoir à quel moment je vais être heureux. Ouais, je peux le dire. Ouais. C'est 30 millions. 30 millions? Ouais. Et quand je dis 30 millions, je n'ai pas 30 millions à plat sur mon compte. Pas du tout, ça ne sert absolument à rien. Mais je veux un patrimoine de 30 millions. Tu vois, avec soit une valo d'une boîte, ça peut aller vite, hein, entre guillemets. De toute façon, dès que tu as dépassé les 3-4 millions, ça va beaucoup plus vite que pour avoir le premier, tu vois. Je sais pas d'où ça vient, j'ai toujours eu cette vision de 30 millions, de patrimoine, de valorisation d'une entreprise, tu vois, parce que ça peut aller très vite. Hein. C'est pour ça que quand je dis 30 millions, c'est un chiffre un peu, fallait bien que j'en choisisse un. Et pour me dire à ce moment-là, je vais ralentir et pas m'arrêter. Et ces 30 millions, il va avec par exemple 15 d'immobilier et 10 en société et 5 avec autre chose. J'ai trop, je sais pas, voilà, mais j'ai trop souffert dans mon enfance. Ouais. J'ai besoin de me dire, mon fils, il sera pépère. Parce que pour l'instant, j'ai qu'un enfant. Donc me dire, Nino, il sera pépère, il sera bien. Et après, enfin, tu vois, si lui a des enfants, il faut aussi qu'il puisse sécuriser. J'aurais peut-être pas. Parce que quand tu es enfant de quelqu'un qui a de l'argent, c'est pas pareil. Je serais peut-être plus là pour l'aider dans l'éducation de son enfant. Enfin, t'as compris. C'est ce qu'ils font les grands, tu vois, les Bernard Arnault, etc. Ils investissent dans l'éducation de leurs enfants et c'est comme ça que du coup, chaque génération elle amplifie du coup la richesse de la génération d'avant, bien sûr. C'est de l'intelligence financière. Selon toi, si tu as un conseil à donner, qu'est-ce qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent? Pour moi, c'est la confiance en soi. La confiance en soi et la capacité à rester concentré et pas aller regarder ailleurs. Quand tu regardes ailleurs, souvent tu te compares et quand tu te compares, tu te projettes dans les échecs ou dans les réussites des autres, alors que c'est sur toi-même qu'il faut que tu te projettes et c'est sur toi-même qu'il faut que tu te concentres. Pour moi, tous ceux que j'ai vus qui se concentrent sur les autres, ils ont du mal à avancer. Alors que si tu te concentres sur toi-même, tu as une vision. Et moi, comme je dis, il faut aller tout droit et que tu vas tout droit et que tu as confiance en toi, dans ton projet. Et surtout, encore mieux, si ça, je le recommande à tous les futurs ou entrepreneurs, c'est de se lancer dans un projet qui les passionne. Tu vois, toi, je pense que la voiture, ça te passionne. Moi, les parfums, ça me passionne. Et un jour, j'ai entendu une phrase, les gens, ils font des choses, ils attendent que ça marche pour aimer. Mais en fait, quand tu aimes quelque chose, souvent, ça marche. Donc, en gros, développement personnel, comme ils aiment le dire maintenant, et kiffer ce que tu fais. Et l'argent sera une conséquence, et plus un acharnement que argent. Bon, on vient d'arriver devant ta boutique, du coup, elle est juste là. Ouais, c'est fermé aujourd'hui, donc on est lundi. On est fermé le lundi, donc c'est parfait pour discuter. Khalil, attends, s'il te plaît. Tu te rends compte de là où t'es, là, ou pas? Champs-Élysées. Tu vois ça tous les jours, là. Tous les jours. Tous les jours, tu passes par là, ta boutique, elle est juste là. Juste là. On travaille ici. C'est un truc de malade en vrai. C'est fou, hein. Tu te serais imaginé ça il y a 10 ans. Tu as grandi dans le 93, Et puis sur scène. le département le plus pauvre de France.
et tu te retrouves sur l'avenue la plus chère au monde. C'est fou, hein. C'est fait beau là. Malade, en vrai. C'est incroyable. Je réalise pas, tu sais. Tu prends pas conscience. Des fois, ouais. je viens, je me dis, c'est fou, on travaille là. Et... Quand j'étais petit, on rêvait ici, on venait avec les amis le week-end, comme tout le monde, tu vois. On passait Tu devant venais les rêver. boutiques sans pouvoir rentrer dedans. Ouais, sans pouvoir Et consommer. maintenant, on a une boutique ici, tu vois. Et maintenant, c'est les gens qui viennent qui ne peuvent pas consommer chez toi. S'ils peuvent. S'ils peuvent, On bon, trouve ça toujours une va. solution. On va faire des crédits. La chance qu'on a, c'est qu'on est rue de Marignan, donc c'est juste là. C'est la rue perpendiculaire aux Champs-Élysées la plus large. En termes de passage, c'est top. Et c'est la rue qui descend avenue Montaigne. Donc on est entre avenue Montaigne, vraiment là, c'est vraiment l'avenue la plus prestigieuse de France, même du monde. Hein. Avenue Montaigne, c'est un truc de fou. Et les Champs-Élysées, tu vois. Dans la rue, on a tout. On a les bureaux de Dior, Hermès, on a un T'es mieux que de l'entrecôte. Juste à côté. Bah, tu sais que figure-toi que eux, là, ils nous ramènent énormément de clients parce qu'ils ont tout le temps la queue le soir. La queue qui dépasse que là-bas. Et du coup, on arrive à convertir pas mal de clients chez eux, chez nous. Tu vois. C'est vrai. Des gens qui vous connaissaient pas. Ouais, ils connaissent pas. Bah, en fait, c'est que les touristes qui avaient leur clientèle à eux. Ah ouais. Et c'est le but aussi de la boutique, c'était que nous, en fait, notre clientèle à nous, elle était acquise déjà. Et le but principal en ouvrant la boutique, c'était d'aller chercher une nouvelle clientèle. Donc là, on récupère un peu les touristes, les gens qui travaillent dans le coin, les gens qui ne nous connaissent pas forcément, tu vois. Et puis l'entrecôte, c'est emblématique aussi, tu vois. Voilà, bah bienvenue. Donc stratégiquement, c'est un bon emplacement. Très bon emplacement. Ouais. On a du mal à l'avoir, mais on est très Ouais. très contents. Ouais. Franchement, c'est top. T'as eu des galères un peu avec. Bah en fait, je sais pas si t'as remarqué, dans le secteur ici, il n'y a pas beaucoup de chaînes. Il n'y a que des chaînes plutôt, il n'y a pas beaucoup de boutiques indépendantes, tu vois. Bah oui. Et en plus, j'ai même une anecdote sur cette boutique-là. Donc on m'a présenté une agence immobilière qui m'a fait visiter, j'ai dû visiter une vingtaine de locaux, dans le 17e, dans le 8e, des trucs sympas, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Et un jour, l'agent, elle me dit, ouais, tu te sentais vraiment bon et tout. J'avais Kryptonite. Je le mets sur la peau. Elle rentre à son agence et elle en parle à ses collègues. Et le patron de l'agence, il me connaissait. Il me dit, mais ça, Clark, je connais, ça. Il m'appelle. Et je dis, s'il te plaît, trouve-moi une adresse. Et il m'a trouvé cette adresse. C'est comme ça que t'as eu le local. Exactement. C'est vrai, comme quoi les réseaux sociaux, la communication. En tout cas, la façade, j'aime beaucoup. Ouais. Tu vas me montrer l'intérieur, même si je vois un peu là. Bah allez, c'est parti. Puis c'est vraiment les codes du luxe, quoi. Bon, là, c'est un peu sombre. On a baissé un peu les lumières pour pas que les clients pensent que c'est ouvert. Donc là, on a à peu près une cinquantaine de marques. Tu vois, dont la mienne, là, avec le fameux Kryptonite. Ton préféré, c'est lequel? J'ai pas préféré. Est-ce que t'en as En fait, c'est encore comme si je me suis fait ma propre collection en fait, tu vois. Donc je les aime tous un peu différemment. Ouais. Après Kryptonite forcément pour l'histoire, c'est mon préféré parce que c'est le premier. Mais j'aime beaucoup aussi tous les autres, tu vois, que je porte tous les jours. Notamment Kryptonite en ce moment avec la saison là. Comment tu fais pour différencier, enfin pas pour les différencier, mais pour choisir? Moi je considère ça comme des vêtements, tu vois. Où je me dis qu'en fonction de la saison, de l'occasion, etc., c'est des parfums différents que tu vas mettre. Un exemple, tu vas pas t'habiller comme ça pour le sport. Bien sûr. Et tu vas pas mettre un jogging pour aller travailler, tu vois. Donc en fonction de la saison, par exemple, tu vas favoriser un parfum un peu plus frais quand il fait chaud, un parfum plus opulent quand il fait froid. Et... Donc, du coup, en fonction de ton activité que tu as dans la journée, C'est ça. tu mets un parfum. Mais vu que tu travailles, t'es comme moi, tu travailles beaucoup, lequel tu mets le plus? Bah en ce moment, tu vas en parler de saison tout à l'heure. Ah oui, la saison aussi. pardon, Là, il j'ai fait oublié. chaud, je favorise souvent le Kryptonite, tu vois. Parce qu'il est plus frais, plus chic, donc ça se marie bien avec la saison. Il a un sillage un peu plus puissant, mais beaucoup plus doux. Et après, en fonction de, je te dis, des saisons, du soir, de la matinée, de l'après-midi et de ce que je vais faire, bah, je change de parfum. Après, je mets souvent les miens, mais j'en mets aussi d'autres parmi toutes les marques qu'on vend. En fonction de si tu vas au boulot, tu vas en mettre un. Si tu vas en soirée, vu que c'est le soir, un peu plus frais, tu vas. Souvent, par exemple, j'associe, moi, quand je parle de parfum, je dis beaucoup, tu as des parfums par exemple, de date, parfums un peu plus séduction, tu vois, souvent, c'est des parfums un peu plus gourmands, un peu plus chauds, que tu vas mettre. Quand tu veux sortir, tu mets des trucs un peu plus frais, un peu plus chic, et après, ça dépend. Après, c'est aussi par rapport au goût, tu vois. Des gens qui n'aiment pas du tout les parfums gourmands, ils préfèrent les parfums très boisés, et en fonction de ça, on adapte aussi. On est spécialisé en ligne de base. Et maintenant, on incite les gens à venir en boutique, se faire conseiller. Parce qu'aujourd'hui, le parfum, c'est plus qu'une odeur, c'est aussi un accessoire. Ouais, bien sûr. C'est ça, nous aussi, qu'on essaie de véhiculer. Comme tu mets une cravate, tu mets un parfum. Imagine-toi ce soir, il y a un client qui vient. Moi, j'ai pas de date parce que j'ai une femme. ouais. Mais si ce soir, imagine-toi, tu as un client qui vient, il dit j'ai un date ce soir. Lequel parfum tu veux le conseiller? Parmi tous, il y en a pas mal, mais sur ma collection, c'est. Lequel, le premier qui te vient en tête? Kryptonite absolu. Absolument direct. Ouais, t'as même la phrase de Kryptonite, c'est on oublie un nom, un visage, mais jamais une odeur. Parce que cette odeur, elle rentre dans la tête. Tu sais qu'aujourd'hui, il a une réputation dans ce parfum. Il a une réputation de bad boy, tu vois. Ceux qui mettent ce parfum, c'est un peu les. Ah ouais? Ouais. Putain, vous avez réussi à créer une vraie identité. Bah là, T'as un côté figure-toi- femme, un côté homme ou Justement, c'est tout figure-toi que cette partie-là, là, elle a même pas un mois. Avant, il n'y avait que le mur blanc ici. Et en fait, avec cette partie-là qui était prévue pour les parfums, on a tellement de demandes de marques qu'on a dû du coup s'agrandir. Quand tu dis que tu as tellement de demandes de marques, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est les marques qui te contactent pour que tu vendes leurs produits? Exactement. Ouais. Alors Bah, que- sinon, alors qu'il y a 10 ans, c'était l'inverse. c'est l'inverse. Au début, il y a même des marques qu'on a contactées qui nous ont un peu snobés.
Et aujourd'hui, ils se Qui battent. reviennent. Mais Et toi, c'est tu revois le mail de 2016 et... Il y a même des marques qu'on a blacklisté. Il y a beaucoup de marques qui veulent justement être ici pour être. C'est une belle adresse, tu vois. Bien sûr. Il y a des marques qui sont un peu moins connues, d'autres plus connues. Ils ont un point de vente sur les Champs-Élysées, c'est toujours une plus-value pour la marque. Tu vois. Parce qu'on dit souvent nous, mais on a... Il y a tout le monde derrière, bien sûr. Nous, on est juste. Ah, c'est bien, magnifique, franchement. Merci. J'adore. Du coup, Khalil T, c'est ton nom. Ouais. T, c'est la C'est diminution l'initiale de mon nom de famille, oui. de ton nom de famille. Et comment tu as eu l'idée de mettre ce nom-là? En fait, je me suis dit, au début, je cherchais un nom un peu original et tout. Après, je me suis dit, mais en vrai, c'est le produit qui fait la marque, tu vois. Bien sûr. Christian Dior, il s'appelait Christian Dior avant, c'était inconnu. Bon, je ne me mets pas à son niveau, mais c'est les produits qu'il a pu créer au fil de sa carrière qui ont fait que Christian Dior ou Yves Saint Laurent, c'est Christian Dior ou Yves Saint Laurent aujourd'hui, tu vois. Je me suis dit la même chose, en fait, c'est mon nom, ça reste mon nom, et qui mieux que moi peut représenter ma propre marque, tu vois. Et quand tu as décidé de mettre, de mettre ton identité, enfin ton nom, ton prénom, ton identité sur ce parfum, t'as pas été critiqué, il n'y a pas eu un jugement, il n'y a pas eu Bien sûr, jusqu'aujourd'hui où je me fais critiquer, c'est normal, parce que malheureusement, bon, je ne veux pas rentrer dans ce cliché-là, mais on est en France, la France est toujours un peu spéciale sur tout ce qui est réussite, mise en avant, etc. Bien sûr, Et en assumant de mettre mon nom, j'assumais de mettre mon visage et moi derrière cette marque-là. Peut-être que j'aurais marché encore mieux si j'aurais mis une autre marque en disant que c'était une marque que je commercialisais, que c'était pas ma marque. Mais j'ai pris le choix d'assumer parce que aujourd'hui, tu vois, toutes les critiques, tout à l'heure on parlait des critiques, mais les critiques qu'il te faut avancer, c'est les critiques constructives. Ce qui m'importe le plus, c'est la satisfaction de mes clients. Quand j'ai des clients aujourd'hui, on est en 2026, le parfum Kryptonite sorti en 2022, ils sont à leur 15e, 20e flacon. Voilà, j'ai pas besoin de toutes les critiques qui peuvent venir après, ça me fait un Ok, c'est la réussite qui fait que les gens se taisent. C'est ça. Et acceptent. Exactement. Et que ça rentre dans les mœurs. Khalil, du coup, tu m'en mets un, s'il te plaît? Bien sûr. Kryptonite, Plus absolu, tu vois. s'il te plaît. Ok, très bien. Khalil, j'avais un projet, je voulais mettre une senteur dans toutes nos agences. Tu sais, nous, on a plusieurs points de vente en France et on voulait avoir Exactement. Merci de m'aider. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous aider sur ce projet? Mais avec plaisir. Je vois même déjà le type d'odeur qui pourrait représenter tes agences, tu vois. Sans rentrer dans les détails, je vois un cuir assez élégant ou des choses un peu plus qui représentent une voiture neuve ou tu vois, quelque chose qui rappelle le luxe aussi des voitures que vous vendez. Mais des idées, il y en a plein et je serais ravi d'en discuter avec toi. Attends, on voit que c'est ton domaine, ça va vite dans ta tête. Hein. Ah, T'as tout de suite eu une odeur. Là, tu viens d'imaginer une odeur directe. Ouais. C'est incroyable. Et en plus, moi, tu sais que j'aime beaucoup les voitures aussi, donc Je sais, ouais. ça me ferait kiffer de pouvoir participer à ça avec toi. Bon, Khalil, merci de m'avoir reçu. Merci à toi d'être passé. Franchement, tu as une très belle marque, C'est une gentil. très belle vision. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une autre boutique, pourquoi Une pas. autre boutique? Ouais. De toute façon, on se voit bientôt. On a refait tout le parcours de série aux Champs-Élysées. Ouais. Je pense que tu peux être fier de toi. J'ai beaucoup aimé cette journée. Je te remercie. Et puis, j'espère te revoir la semaine prochaine. Merci pour l'approche que tu as et puis on se dit à très vite. Khalil, au Pour de nouvelles plaisir. aventures. Merci. Merci d'avoir regardé Ligne d'arrivée. J'espère que l'épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous aimeriez voir dans le prochain épisode.